si long. Les Français parlent aux Français. Bonjour à tous, Franck Muller, ici Lyon. Eh bien écoutez, nous sommes déjà mardi 2 février. Bien, une nouvelle très importante tout de suite, puisque je sais que souvent les personnes ne regardent pas dans la totalité mes vidéos, je sais, je suis très bavard, et pourtant, des infos, il y en a tout le long. Alors, je suis tombé sur un article d'un monsieur qui s'appelle Patrice Giberti, qui nous indique qu'il y a une flambée de ce qu'on appelle des clusters dans les EHPAD 2 à 3 semaines après la vaccination. Donc, je vais vous mettre les tableaux. Donc, il me rappelle que les EHPAD sont des victimes désignées de la Covid et l'espoir dans la vaccination est régulièrement rappelé. Mais comment expliquer qu'il y ait des clusters qui se développent 2 ou 3 semaines après ces vaccinations, hein? On peut rappeler également que de nombreux spécialistes nous le disent, les personnes de plus de 65 ans ne représentaient que 8 à 20% de ceux qui figuraient dans les tests pour les vaccins. Et dans les plus de 85 ans, il n'y avait certainement pas plus de 2 ou 3% qui étaient dans ces tests. Donc on peut douter de l'efficacité des vaccins, notamment pour des personnes très âgées, qui sont pourtant la cible dans un premier temps, hein. Les personnes les plus faibles. Il semblerait même qu'on dise en Israël qu'une 3e injection serait nécessaire. Voilà, hein. Donc, je vais venir tout de suite à ces tableaux, qui est là, voilà. Je vais y venir tout de suite. Et vous allez voir, c'est sidérant. Je vais vous les mettre. Voilà. Alors, exemple, 8 janvier, nous apprenons, dans le Périgord, campagne de vaccination contre le Covid lancée en Dordogne. Voilà, dans des résidents d'EHPAD de Périgueux. Voilà, bien. Qui ont vacciné, impeccable, l'EHPAD Paro. Voilà, hein, campagne de vaccination, tous les plus de 50 ans. 3 semaines après, le 31 janvier, toujours cette EHPAD Paro, un cluster a été détecté au sein de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées du centre hospitalier de Périgueux. Voilà, hein. 80 résidents et soignants de l'établissement ont été testés positifs. Voilà, hein. Donc, 3 semaines exactement après la vaccination, hein. Je suis relativement sidéré. Je recherche mon... Voilà. Deuxième exemple, hôpital de Cahors, les vaccinations ont commencé. C'est un article du 7 janvier qui nous le dit. Vaccination des soignants de plus de 50 ans. Voilà, hein. Voilà. Eh bien, figurez-vous que le 29 janvier, donc on apprend que dans ce même hôpital, les urgences sont sur le qui-vive depuis les résultats des tests PCR qui confirment la présence d'un cluster de 10 personnes sur les 82 agents de ce service, alors qu'ils avaient tous été... les soignants avaient été vaccinés. C'est assez... ça interpelle, hein, ça interpelle. J'ai encore un 3e exemple, vous les verrez, hein, je vais les mettre. L'hôpital de Dieppe a commencé la vaccination le mardi 5 janvier, donc les professionnels de santé sont les premiers vaccinés, voilà, ok, en Normandie, et nous apprenons 15 jours après, un cluster incontrôlable à Dieppe, près de 260 personnes contaminées dans un hôpital. 140 professionnels de santé et 123 patients ont été contaminés par le Covid. La structure a été contrainte de déprogrammer des opérations. Voilà. C'est assez sidérant, hein. C'est sidérant. Je pense qu'il faudrait surtout... pas trop compter sur le vaccin, mais soigner avec des protocoles qui sont validés sur le terrain. Et il y a maintenant des médecins de la coordination libre santé qui traitent leurs patients avec des tas de médicaments, ivermectine, etc., azithromycine, de la cortisone aussi. Et voilà, j'ai l'éventail aussi. Je vous mettrai le protocole de santé de ce traitement ambulatoire précoce. Voilà, hein. Bien, je tenais tout de suite à... Vous voyez, c'est ça, on ne vous le dit pas, hein. On vaccine des gens, puis 3 semaines après, vous avez
50 personnes qui sont positives. Bon. Je fais attention à un test qui soit positif dans un sens et entre des gens positifs et des gens malades. Mais enfin, dans le lot, là, il y a des gens quand même qui commencent à être malades. Voilà. Je vais vous passer ces vues, vous regarderez, vous pourrez faire un arrêt sur image. C'est intéressant, ça interpelle, je le répète. Ça, c'est à force de tout miser sur des vaccins qui ne sont pas des vaccins miracles, qui sont déjà des vaccins très très spécifiques, qui ne sont pas des vaccins d'ailleurs, qui sont des traitements. Voilà, c'est bon. Je suis très très sceptique et nous aurons l'occasion d'y revenir au cours des années, au cours des mois qui viennent. D'ailleurs, on s'aperçoit que même l'Allemagne est intéressée par le vaccin russe Sputnik. Et il y en a 2, je crois, et ce qui montre bien que peut-être le Pfizer, c'est pas la panacée. Voilà. Je vous laisse 15 secondes. Je vais vous passer les 4 visuels pour que vous puissiez vous rendre compte par vous-même. Je vous apporte une information. Il faut que ça reste un petit peu dans un coin de votre tête pour un petit peu aider à votre jugement par rapport à toutes les fausses informations que l'on peut trouver sur nos grandes chaînes de télévision. Voilà, je vous dis à tout de suite. Nous reprenons. Bon, j'espère que vous avez fait bonne lecture. Alors, ne vous inquiétez pas pour nos députés. En ce moment, ils sont plutôt au chômage technique, mais les députés se sont votés une substantielle augmentation de leur enveloppe de frais. Hein. Le plafond annuel de la dotation matérielle des députés, qui leur permet de couvrir une partie de leurs frais, téléphonie, taxi, VTC, affranchissement, va augmenter de 15%. Hein, voilà. Une décision qui est passée quand même moins inaperçue qu'ils ne l'avaient espéré. Et cela intervient 1 an et demi après une augmentation de la dotation d'hébergement mensuelle des députés de 900 à 1200 euros. Voilà. Hein, donc, voilà. Donc, le Collège des questeurs vient de remettre le couvert en augmentant la dotation matérielle des députés, auparavant fixée à 18 950 euros annuels. Celle-ci s'élève donc maintenant à 21 700 euros. Voilà. Hein. Franchement, en frais de téléphonie, une fois que vous avez un abonnement Internet et vous avez un abonnement mobile, je ne vois pas trop les frais. Bon, après les frais d'affranchissement, mais vous n'écrivez pas à vos électeurs de votre circonscription si vous écrivez une fois tous les 3 ans ou 4 ans à chaque élection, et encore, voilà. Hein. Donc, c'est de l'argent public, c'est pas grave, c'est les Français qui le produisent, qui payent des taxes dessus. Voilà. Hein. Bien, on a eu l'occasion de parler la dernière fois de la Macarena des bringues dans un commissariat. Je vous ai expliqué qu'une sous-préfète faisait son pot de départ avec 50 personnes, avec les petits fours, les milliardises, etc., etc. Et puis là maintenant, à Nîmes, un commissaire et un vice-procureur, voilà. Hein. C'est même Gérald Darmanin qui a révélé cette histoire croustillante dans la matinale de France Inter. Il a demandé la suspension immédiate du commissaire de police en question. Les Français doivent respecter le couvre-feu, il y a un devoir d'exemplarité de tous, et je m'aperçois que les fonctionnaires du ministère de l'Intérieur ne respectent pas ces règles, notamment en allant dans des restaurants clandestins, voilà. Hein. Mais d'après les informations, le commissaire en question ne déjeunait pas seul dans le restaurant de Carpentras, resté ouvert en toute illégalité. Il est accompagné du vice-procureur de Carpentras, également membre du Conseil supérieur de la magistrature. Voilà. Hein. Donc il a été contrôlé le week-end dernier par ses propres hommes. Voilà. Hein. Le parquet de Nîmes a été saisi de l'affaire, la procédure de suspension est en cours. Et voilà. Ce n'est rien. Paris, dans un restaurant du 4e arrondissement de Paris, une dizaine de clients ont déjeuné malgré l'interdiction liée aux restrictions sanitaires. Des agents contrôlaient l'établissement et ont sanctionné. Parmi les verbalisés, des magistrats. Hein. C'était donc le 29 janvier sur l'île de la Cité, dans le 4e. Il y avait du champagne dans les flûtes, sur les tables et les assiettes pleines de nourriture sur les plateaux, décrit le quotidien parisien.
Lors du contrôle, les clients mangeaient et buvaient debout dans une petite terrasse fermée de l'annexe, c'est le nom du restaurant, et les policiers avaient remarqué des restes de repas sur 5 assiettes situées sur des tables à l'intérieur du restaurant. Donc la tension est montée d'un cran lorsque les agents de police ont demandé les identités de la dizaine de personnes. Et donc, comme il s'agissait de magistrats de la cour d'appel, ils ont tenté de déstabiliser les fonctionnaires en leur demandant, du haut de leur savoir juridique, dans quel cadre ils interviennent. Voilà, hein. Et il semblerait qu'entre le 28 et le 29 janvier, les forces de l'ordre ont découvert à Paris 24 établissements qui ne suivaient pas les règles. Voilà. Tous vont faire l'objet d'une fermeture administrative de 15 jours. Voilà, bien. Nous apprenions dans le Parisien, je crois que c'était le 29 janvier, Macron ressort les vieilles ficelles socialistes, déverser des milliards sur les banlieues et embaucher des médiateurs. Voilà, hein. Et alors dans l'article, je vais vous en lire quelques lignes. Un ministre l'avoue, c'est juste de la communication avant les prochaines élections pour montrer qu'on parle aussi à l'électorat de gauche. Voilà. Bien sûr, c'est nous qui allons payer la facture. Alors, cet article du Parisien, Jean Castex et 6 ministres participent aujourd'hui à un comité interministériel à la ville et partent n'importe où, à Grigny-2 dans l'Essonne, au lieu des paysages bétonnés avec ses 14 000 habitants et ses 5 000 logements. La date ne doit rien au hasard, il fallait rééquilibrer notre communication, explique un ministre, montrer qu'on protège aussi les gens, qu'on parle aussi les électorats de gauche. Voilà. À quelques jours de l'examen dans l'hémicycle du texte sur les séparatismes, le gouvernement se penche au chevet des banlieues. Il prenait d'injecter pas moins de 3,3 milliards d'euros dans les quartiers. Voilà. Même si certains crédits annoncés avaient déjà été engagés avec une priorité sur la rénovation urbaine, 2 milliards d'euros lui sont consacrés. Voilà, hein. C'est la première étape du plan égalité des chances. Voilà. En plus, 300 médiateurs en plus et des renforts de police. Voilà, hein. Recrutement de 300 éducateurs spécialisés et de 300 médiateurs, des renforts de police, davantage de conseillers dans les agences Pôle emploi, des quartiers prioritaires de la ville. Voilà, hein. Allez, des sous, encore des sous. Plein de bonnes nouvelles. Ah oui, on marche sur la tête. Alors, deux choses. Nous apprenions récemment que Disney censurait ses dessins animés. Oui, il y a déjà un service de streaming qui s'appelle Disney+, qui comprend donc tous les grands classiques que nous, on a connus dans notre enfance, hein, et certaines scènes de ces films réalisés donc, dans les années 50, 60, 70, 80, sont jugés sexistes et racistes. Voilà, hein. Donc déjà à l'époque, 15 novembre, Radio-Canada cite un exemple les personnages des chats siamois dans La Belle et le Clochard, sorti en 1955, qui sont accusés de véhiculer une représentation stéréotypée et raciste des Asiatiques. Moi, je n'avais pas pensé du tout à ça. Voilà, hein. Et donc, Disney met systématiquement... nous indique ce programme est présenté tel qu'il a été originellement créé. Il peut contenir des représentations culturelles datées. Voilà, hein. Bizarrement, Aladdin, sorti sur les écrans en 92, ne sera pas précédé de l'avertissement. Pourtant, le film a été aussi accusé de véhiculer des clichés racistes envers les habitants du Moyen-Orient. Donc, ils avaient commencé à mettre, si vous voulez, des avertissements devant les films, pour dire attention, il ne faut pas tout prendre pour argent comptant. Bon. Et en janvier 2021, c'est la raison pour laquelle, ces films qui étaient disponibles sur la plateforme Disney, où il y avait donc déjà les messages, mais le géant américain donc, a décidé d'aller beaucoup plus loin et de rendre inaccessibles, depuis les profils enfants, certains de ces grands classiques tels que Peter Pan, La Belle et le Clochard, Les Aristochats, en rusant de clichés racistes. Voilà. Il y a toujours ce message d'avertissement qui s'affiche, mais simplement, les enfants qui sont inscrits ne pourront plus regarder ces 3 dessins animés. C'est trop raciste. Voilà, hein. Donc, ça sera un adulte qui pourra le visionner, le télécharger, je ne sais plus exactement, et voilà, hein. Parce que derrière certains avertissements, Disney cherche à mettre en garde les téléspectateurs contre les possibles clichés racistes présents dans certaines scènes de films. Voilà, hein.
il y a des descriptions négatives ou des mauvais traitements de certains peuples ou cultures, et voilà. Hein. Donc, plutôt que de retirer le contenu, vous le reconnaître son impact néfaste, en tirer de la leçon et susciter le dialogue pour créer ensemble un futur plus inclusif. Voilà. Hein. Et à l'époque, les stéréotypes étaient fautifs et sont fautifs aujourd'hui. Voilà, ça sera diffusé avec Peter Pan, les Aristochats. Il y a encore Dumbo. Alors je ne sais pas, il y a peut-être du racisme dans Dumbo. Alors là, je ne sais pas, contre les personnes qui ont des grandes oreilles. Voilà. Alors je pense que pour les fables de La Fontaine, il ne faudra plus les apprendre parce qu'on se fout de la gueule des animaux. Bien sûr, on ne pourra plus parler des bisounours non plus, parce qu'en fin de compte, on se moque des ours, je ne sais pas. Donc vous voyez, on marche sur la tête et vous allez avoir, vous allez vous dire, mais c'est pas possible, allez, vous voyez ça, on avait sur les billets de banque, je vais vous le mettre derrière la vidéo, hein. Franchement. Le compte Twitter de Boulevard Voltaire a été suspendu 2 jours, parce qu'elle a un tableau de Delacroix sur son profil qui enfreint les règles. Et oui, parce que dans le bandeau de Boulevard Voltaire, les censeurs de Twitter n'ont vu dans ce tableau qu'une femme dépoitraillée, évidemment, un petit peu avec le sein à l'air, exaltée, exhibitionniste, qui exhorte un drapeau dans une main, un fusil dans l'autre, une foule insurrectionnelle et armée à la suivre. Donc Twitter vous dit, ce contenu enfreint les règles relatives à la violence explicite et au contenu pour adultes dans les images de profil. Évidemment. Ce portrait de Delacroix, ce tableau, évidemment, c'est du contenu pour adultes. Hein. Il y a de la violence et il y a du sexe, parce qu'on voit un sein. Voilà. Donc, ce tableau, qui s'appelle « La liberté guidant le peuple », a été censuré. Et ce n'est pas une image, c'est au sens propre du terme, ça a été censuré. Voilà. Alors, évidemment, si ça avait été l'image en tête du compte En Marche, LREM, cela n'aurait posé aucun problème. Mais ce n'est qu'un prétexte, ce n'est pas l'image, mais bien les contenus de Boulevard Voltaire qui sont visés. La censure En Marche avance encore un peu plus, mais de moins en moins masquée, car elle prend de l'ampleur, cette censure. Toutes les sources d'information et de pensée alternatives, c'est-à-dire à leurs yeux, le fait que vous pensiez différemment qu'eux, c'est subversif, et cela sera impitoyablement éliminé. Voilà. Pour l'instant, c'est les réseaux sociaux, YouTube, Facebook, j'en parle en connaissance de cause. Bientôt, cela continuera avec les sites en ligne d'information culturelle, métapolitique, d'analyse géopolitique. Voilà. Bientôt, dans vos mails de particulier à particulier, on perdra le statut légal actuel de correspondance privée non soumise à censure, mais déjà sous surveillance. Cela reviendra à l'équivalent de l'ouverture et la lecture systématique du courrier dans certains régimes totalitaires des années 30-40. Et oui, la relative liberté d'expression, déjà très encadrée, va bientôt être complètement morte. Nous n'entendrons plus qu'une seule voix, celle de Big Brothers. Et peut-être 36 ans après le 1984 d'Orwell, cela se met en place. En se rappelant que Orwell avait écrit ça, je crois, en 1946. Voilà. À moins que la résistance s'organise. Alors, quand je reviens, si vous voulez, à la liberté, il faudra peut-être bien que la liberté guide le peuple et que le peuple reprenne en main son destin. Alors peut-être que cette image subliminale que je vous mettrai, c'est un appel à la révolte du peuple pour son identité, ses valeurs, sa liberté. Inspirer, que ça puisse vous inspirer et qu'on puisse donner un grand coup de balai bientôt. Pourquoi Macron a hésité à reconfiner? Mais regardez ce qui s'est passé du côté des Pays-Bas. Cela pourrait préfigurer ce qui risque d'arriver chez nous. Les gilets jaunes risquent un jour de redescendre. Et ils ne seront pas seulement jaunes. Rappelez-vous que le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, avait testé l'idée d'un confinement très serré auprès de l'opinion publique la semaine dernière. Et le mot-clé tout de suite est apparu, désobéissance civile. Ce mot s'est envolé sur les réseaux sociaux. Voilà.
Et effectivement, la Hollande a brûlé dans un mélange explosif de détresse, de ressentiment, de complotisme. Des milliers d'émeutiers affrontaient violemment les forces de l'ordre. Et pour ajouter le confinement, le couvre-feu, cela soufflait sur des braises qui ne sont pas prêtes de s'éteindre. Hein. Voilà. Tout ça, au départ, ça a débuté dans une région qui s'appelle la Bible Belt, la région la plus croyante des Pays-Bas, et on avait interdit au temple d'accueillir plus de 30 croyants, et ça a été le signal de la révolte des gens un petit peu paisibles, hein, de protestants, si vous voulez, de chrétiens protestants, qui n'ont peu plus se regrouper à l'église, et ça commençait un petit peu à exciter et à faire chauffer, à mettre à ébullition les ressentiments de chacun, et vous rajoutez tout ça, le ras-le-bol général, et ça a mis le feu. Voilà. Je vais apporter deux éléments. On parle de la loi sur le séparatisme, qui est complètement bidon. Alors, je vais vous dire une chose. J'avais entendu parler d'un collège à Olioul. Je crois que c'est dans le Var, voilà, qui devait être baptisé Samuel Paty. Et ça ne se refera pas. Voilà. La trouille, ça ne sent pas bon. Et oui, donc c'est Sandra Olivier, professeure de mathématiques et représentante du SNES au collège Les Eucalyptus à Olioul, dans le Var. La proposition du maire LR, Robert Beneventi, de rebaptiser l'établissement du nom de Samuel Paty, en hommage, pour mémoire quand même, a été rejetée par 100% des enseignants, 89% des parents et 69% des élèves. Voilà. Hein. Donc le parfum des eucalyptus locaux sera-t-il assez puissant pour couvrir l'odeur de trouille de tous ces gens? Et ça ne sent pas bon la trouille, je dirais que ça sent plutôt la merde. Voilà. Ne pas prendre de risques, c'est cela, ce que les professeurs enseignent à leurs élèves. 100% sans courage. La collaboration, ce qu'on appelle la dimitude, est en marche avec l'islam, et c'est la soumission. C'est la soumission. Rien d'étonnant à ce que les héros du roman, dans Soumission, soit un enseignant de concession en concession. On finira par se taire à l'instauration de la charia. On y trouvera même peut-être un intérêt libidineux, ça nous permettra d'avoir plusieurs femmes. Voilà. Hein. L'islamisme avance ses pions. Voilà. Ce qui pouvait encore passer pour une fiction dans le roman s'inscrit désormais dans les faits. La moitié des enseignants, selon un sondage récent, avouent avoir renoncé à traiter telle ou telle part du programme. Ils s'abritent donc derrière le souci de ne pas heurter la sensibilité de tel ou tel segment de la population et de faire des différences avec les élèves. Voilà. C'est pas du racisme, c'est pire, c'est l'acceptation du fanatisme. Vous avez des élèves en face de vous qui sont fanatisés, qui sont dans une croyance hérétique, on va dire, et radicale, et du coup, on ne peut pas avancer une vérité parce que ça va provoquer du désordre, de la violence. Voilà, hein. Donc, les islamistes avancent tranquillement leurs pions. Ils sont une poignée, mais ils auraient tort de se gêner, car en face, personne ne résiste. Et ce n'est pas la loi à la con, là, qui va changer quelque chose. Voilà. Regardez. Alors, j'ai un élément qui est assez intéressant. Il y a eu une affaire à Étampes. Et ça rend enragé. Hein. La municipalité organise une marche blanche pour la disparition de 2 frères repris de justice dans un accident de la route. Voilà. Donc c'est un crachat de tous ceux qui ont organisé des marches blanches pour leurs enfants assassinés par des racailles du même genre que les 2 d'Étampes. Voilà. Hein. Je retourne sur les faits. Le 14 janvier, 2 frères, Noureddin et Samir H., ce qu'on appelle des chances pour la France, fuient un contrôle de gendarmerie, prennent la nationale à contresens et en plafonnent un camion. Les 2 frères meurent. Par miracle, le chauffeur du camion est indemne. À l'enterrement des 2 repris de justice, les politiques se pressent et font tout pour se faire voir, aussi bien insoumis, LR, main dans la main, presque en campagne électorale. Et une marche blanche est organisée par le maire, Franck Marlinet, et payée par la mairie, donc le 17 janvier. Voilà, hein.
Donc évidemment, cela suscite quelques oppositions. Un rassemblement de protestation est prévu le 31 janvier. Et les opposants donc à cette marche blanche, qui trouvent ça complètement ridicule pour des caïds, pour des délinquants, hein, faire une marche blanche pour des délinquants, mais c'est n'importe quoi, ont reçu tant de menaces qu'ils ont été obligés d'annuler la manifestation. Voilà, hein. Donc à Étampes, c'est la loi des caïds qui prévaut, et toute opposition en paye le prix. Voilà, beaucoup de pression, et la manifestation de protestation du 31 janvier a été annulée. Voilà, hein. Et donc ils ont indiqué, les personnes qui voulaient organiser, que Étampes serait devenu un lieu sans loi, sans droit, où règne violence et mafia, violence telle que les organisateurs de la manifestation se voient obligés, pour garantir la sécurité des manifestants, d'annuler. Voilà. Donc vous voyez bien qu'il y a au niveau local une alliance entre des politiques pourris, prêts à tout pour rester au pouvoir, et notamment prêts à défendre l'indéfendable, en avantageant et en protégeant la population immigrée, même si elle est délinquante. Hein. Voilà. Hein. La France recule toujours de plus en plus. Et on n'a pas entendu notre ministre Darmanin sur ces histoires de faire une marche blanche pour des repris de justice, des délinquants. Hein. C'est vrai qu'il est très occupé à poursuivre les honnêtes et inoffensifs militants de génération identitaire qui ont le malheur d'être blancs. Voilà. Hein. Rappelez-vous qu'une deuxième mosquée dans la ville a été inaugurée en 2015 par le maire déjà en place, Franck Marlin, que c'est à Étampes qu'il y a un an, un petit blanc frappé au sol par 12 petits noirs et arabes. En 2019, la maison d'un insoumis et la voiture d'un LR ont été incendiées. Toujours en 2019, une jeune femme blanche est insultée à cause de sa tenue par une musulmane, c'est toujours à Étampes. Et puis, donc, on s'aperçoit que sur Wikipédia, M. Marlin, le maire, c'est très très compliqué. Hein. Il y avait des emplois fictifs au Conseil général de l'Essonne. Alors, il avait fait embaucher sa belle-mère qui reversait l'argent à sa femme. Enfin, la femme du maire, et qui est en même temps la fille de cette dame. Hein. Voilà. Il avait aussi lui-même il avait été dans un emploi fictif, il recevait 25 000 francs par mois sans exercer d'activité réelle. Donc il y a eu même une demande de levée d'immunité parlementaire avant d'être mis en examen en 97 pour corruption et trafic d'influence et recel d'abus de biens sociaux. Voilà. Il fut condamné en première instance à 18 mois de prison avec sursis et 300 000 francs d'amende pour recel d'abus de biens sociaux. Voilà. Hein. Le 5 février 2020, le journal Mediapart révèle un système mafieux mis en place dans la ville d'Étampes depuis des années de mandature de Franck Marlin en tant que maire, qui est toujours actif après son élection comme député. Voilà. Hein. Et donc ce monsieur fait tout pour se maintenir au pouvoir et organise cette fameuse marche blanche en mémoire des deux frères délinquants récidivistes qui sont morts dans cet accident de la route. Encore un territoire perdu de la République, avec toute son horreur. Et l'islam profite de tous ces collabos, les utilise jusqu'à que cette population soit suffisamment nombreuse pour élire carrément un de chez eux pour parachever le travail et favoriser la communauté et la religion. Voilà. Je vous laisse assimiler tout ce que j'ai pu vous dire. Je vous rapporte à mes petites photos, mes petites vignettes pour un petit peu vous faire une idée. Et voilà. D'accord ? Sur ce, je vous laisse. Et puis je vous dis à très bientôt. C'est vrai que les nouvelles se bousculent et tous les jours, il y aurait pratiquement besoin d'apporter quelques éléments, tellement il y a des infos dissimulées qui arrivent à ressortir. Nous verrons, c'est pour ça que je suis mobilisé pour informer simplement, hein, et révéler certaines choses qui ne sortent pas dans nos médias, trop occupés à faire la promotion du gouvernement de Macron pour la future réélection. D'ailleurs, la prochaine fois, je vous en parlerai de ce qui peut sointer lorsqu'on interroge des gens qui sont dans les médias, qui sont un peu coincés et qui sont obligés de tenir un langage officiel qui leur est imposé, sinon leur carrière se termine. J'y reviendrai la prochaine fois. Sur ce, je vous remercie, je vous embrasse, je vous salue et je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de partager
car, ma foi, c'est la seule façon dont vous pouvez faire passer les informations que je cherche à faire passer et à vous faire bénéficier. Encore merci. À très bientôt. Au revoir.